Merci beaucoup Aude et merci à toute l'équipe pour l'accueil vraiment chaleureux, très sympathique. C'est toujours un bonheur de rencontrer les gens du terrain, donc en l'occurrence les formateurs. Nous allons donc parler pendant 1h30 ou presque d'un sujet qui fascine, qui est très attractif, qui est très à la mode actuellement. C'est celui de la relation entre ce que l'on sait du fonctionnement du cerveau et toutes les phases, tous les mécanismes de l'apprentissage. Ce que vous vivez sur le terrain au quotidien avec vos élèves et vos étudiants. Alors je salue également les étudiants puisque c'est toujours les élèves, c'est toujours très intéressant pour nous, très fructueux. D'ailleurs, je regrette de ne pas pouvoir participer aux travaux du groupe cet après-midi parce que on en retire souvent beaucoup de bénéfices. Alors, j'insiste dans le titre sur neurosciences cognitives. Parce qu'on oublie souvent l'adjectif cognitif. En réalité, le travail que réalise notre équipe relève davantage de la psychologie cognitive que des neurosciences. Comme on va le dire tout à l'heure, pour nous, les neurosciences, je dirais que c'est une manière scientifique, objective, rationnelle de confirmer, peut-être de découvrir, d'affirmer aussi des choses que l'on sait. Donc, bienvenue aux neurosciences dans le champ des sciences cognitives, mais ce n'est pas l'essentiel de ce qui fait notre travail. Alors, mon handicap colossal, c'est de ne pas être un universitaire, un chercheur, je n'ai aucune thèse, etc. En revanche, je suis un homme de terrain, je connais bien le système éducatif pour l'avoir traversé du bas en haut, je dirais même jusqu'au plus haut, en toute humilité. Et alors, comment ça, il faut l'envoyer dans quel sens? Voilà. Alors, en fait, je représente une équipe. Nous sommes une quarantaine de personnes qui avons quasiment tous des fonctions différentes. Il y a à l'intérieur de l'équipe des enseignants, des formateurs. Ces enseignants font des expérimentations, c'est un bien grand mot, ils testent des techniques pédagogiques qui émanent des sciences cognitives. Il y a aussi un jeu de chercheurs qui crédibilise tous nos propos. Nous présenterons quelques slides sur l'éthique de notre équipe qui doit être absolument rigoureuse et sans bavure. Et il y a également des personnels d'encadrement, des chefs d'établissement, etc. Et puis des gens hors éducation nationale. On a beaucoup à apprendre aussi de responsables de formation qui ne soient pas dans le monde strictement scolaire. Donc cette équipe se donne un certain nombre d'objectifs depuis maintenant 8 ans. Le premier, c'est de sensibiliser sur ce que sont les neurosciences cognitives de l'apprentissage et puis peut-être aussi ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire de bien cerner le périmètre de l'action, les espoirs, les limites, en toute objectivité. Nous essayons d'être des personnes très sages intellectuellement, très raisonnables. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, des conférences, etc. Donc effectivement des publications d'articles dans des revues diverses et des ouvrages. Nous sommes beaucoup sollicités par le ministère de l'Éducation française parce que, si vous voulez, ils ont besoin de personnes qui sont un peu à l'interface entre le terrain et la recherche. C'est la mission qu'on s'est donnée. Les chercheurs, trop souvent, ignorent la réalité du terrain. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça fait 8 ans que je travaille ardemment sur ces thèmes-là. Donc on essaie de comprendre le langage des chercheurs, de se mettre un peu au service des chercheurs qui ont besoin de nous, ils ont besoin de la classe pour conduire des recherches fondamentales, voilà, en général très très pointues. Et puis donc le terrain. Voilà. Donc on est par exemple actuellement en train de produire un magistère, c'est-à-dire une formation continue pour l'ensemble des personnels de l'éducation, surtout pour les enseignants. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour déployer ces connaissances sur le cerveau et voir comment on peut les décliner en termes de projets dans les classes et les établissements, donc on procède à des formations de formateurs. Voilà, c'est des gens un peu comme vous, mais qui se spécialisent sur ce thème-là. Donc actuellement, on a à peu près 6 régions sur 15 en France où on forme 20, 25 formateurs chaque fois, etc., qui permettent d'accompagner les équipes pédagogiques. Voilà, donc on a tout un jeu de formation. Par exemple, on a mis en place il y a 2 ans, ou l'année dernière, un MOOC qui expliquait, et d'ailleurs je crois qu'il y a dans la salle des gens qui l'ont suivi, parce que c'est vrai qu'il a eu un certain succès, on a eu quand même 26 000 participants,
dans 120 pays du monde, donc ça nous a permis d'avoir une audience importante. Voilà le genre d'outils, si vous voulez, que l'on met en place pour essayer de sensibiliser les collègues qui travaillent sur le terrain. Alors, notre équipe est très liée au ministère pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ce sont souvent les responsables régionaux du ministère qui nous appellent pour monter des opérations de formation, participer à des colloques, etc., etc. Mais aussi parce que je fais partie en second couteau, j'allais dire, du conseil scientifique du ministre pour rendre pédagogique un petit peu toutes ces affaires-là. Et puis, j'appartiens à ce qu'on appelle le groupe de l'inspection générale. Ce sont les sages de l'éducation qui sont très en relation avec les autorités. Et voilà. Et puis, petite chose aussi, alors qui était assez nouvelle pour moi, on m'a demandé d'être un peu l'expert sciences cognitives dans la perspective de l'intelligence artificielle au service des petits pour apprendre essentiellement les éléments de la numératie et de la littératie, apprendre à lire, compter, etc. Il y a tout un jeu d'outils qui se développe, donc lesquels choisir, pour quelles raisons, etc. Donc on sent que c'est un champ qui est en train de se développer assez fortement en France, puisque le projet, c'est que dans 3 ans, tous les enfants de France disposeront de tablettes équipées d'outils, d'applications intelligence artificielle avec des datas qui s'enrichissent continuellement pour avoir une réactivité très forte entre la machine et l'apprenant pour permettre de résoudre ce sempiternel problème de la différenciation, puisque tous les cerveaux du monde fonctionnent un peu selon les mêmes principes, mais il n'y en a pas deux pareils, et donc ça c'est vraiment compliqué de pouvoir apporter à chaque élève ce dont il a besoin à un moment donné. Voilà, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, et en toute humilité, on a besoin de chercheurs et de scientifiques du plus haut niveau, donc c'est le cas dans notre équipe, et on est surtout associé à ce qu'on appelle le LabCID, c'est-à-dire le laboratoire de la Sorbonne, de psychologie de développement de l'enfant de la Sorbonne, avec Olivier Houdet, toute son équipe, etc. Et puis d'autres, l'école normale sup, en particulier, là où travaille le frère de notre prochain intervenant, et puis plusieurs équipes d'étudiants qui sont en fait des doctorants en sciences cognitives qui sont particulièrement intéressés par le monde de l'éducation. Il y a plusieurs groupes comme ça en France. Enfin, je termine par ce qui est peut-être la face la plus visible de notre organisation, c'est que je vais dire dans un esprit méthodologique et scientifique dont j'espère qu'il nous caractérise, nous mettons en place des classes dans lesquelles les enseignants mettent un peu à l'épreuve un certain nombre de concepts apportés par les sciences cognitives. Et nous verrons après que nous avons 4 grands axes qui sont un peu les grands piliers de la cognition, c'est-à-dire la mémoire, quel rôle joue-t-elle, la compréhension, qu'est-ce que comprendre, ensuite, tous les mécanismes attentionnels qui sont vraiment nouveaux dans la recherche sur le fonctionnement du cerveau, et c'est éminemment important pour les enfants et les adultes. Et puis enfin, l'implication active, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le cerveau prédictif, qui est beaucoup plus fertile, qui est beaucoup plus efficace quand on apprend. Et alors, pour mettre en place et tester ces techniques-là, pédagogiques, qui ne sont certainement pas une révolution, parce que certains la pratiquent déjà depuis assez longtemps, mais elles sont revisitées, et puis il y en a d'autres par contre qui sont un petit peu nouvelles dans le paysage. Alors il y a ici dans la salle, je ne sais pas où tu es Pascal, mais voilà, tu es là, merci beaucoup, puisque c'est un fer de lance dans l'application de ces techniques-là, et je crois que tu me disais tout à l'heure que ça avait bien changé ton métier, la façon d'apprendre de tes élèves et de tes étudiants. Eh bien, des sites expérimentaux, nous en avons à peu près 800, qui sont essentiellement en France et un petit peu à l'extérieur, à l'étranger. Et ce sont des équipes, et je vous en reparlerai peut-être, qui essayent de montrer que un concept donné, par exemple sur la mémoire, comment ça marche en fonction de l'âge, en fonction de la filière, mais je sais que la filière, ça n'a pas le même sens en France et en Suisse,
pour une formation professionnelle, générale, etc., etc. Et comment ça marche aussi en fonction de la compétence et du savoir-faire de chaque enseignant. Et puis, je rajoute quelque chose qui est important pour nous, c'est que toute l'arrivée de ces sciences cognitives sur le terrain de la classe, du lieu d'apprentissage, dépend éminemment du management de l'équipe. Alors, comme j'étais l'ancien responsable de la formation des chefs d'établissement pour la France, pendant longtemps, mon obsession, c'est comment on manage un établissement pour que la pédagogie s'améliore. Ça, c'était le cœur de mon métier. Et là, on s'aperçoit, par tout un tas de remontées, que les personnels de direction, les personnels d'encadrement ont un rôle clé dans l'accueil des thèmes, dans le rayonnement des thèmes, dans l'accompagnement des équipes, etc. Et sans eux, on ne peut pas y arriver. Donc, je vous rappellerai sûrement encore une fois cette espèce de triptyque sur lequel on travaille, qui sont, l'élève qui apprend, mais aussi l'élève qui se sent bien dans son rôle d'apprenant. Ça, c'est tout à fait important et c'est éminemment lié. Et sûrement, David, tu en parleras tout à l'heure. La deuxième chose, c'est revisiter les postures des formateurs. Et voilà, vous êtes sûrement là pour réfléchir à cette affaire-là. Et ce n'est pas la moindre chose, parce qu'on a tous nos routines. Et donc, il faut arriver à comprendre pourquoi changer, comment changer. Voilà. Et la troisième chose, c'est l'encadrement. Et ce triptyque-là est vraiment systémique. C'est vraiment en jouant sur ces trois leviers-là qu'on arrive à modifier les choses. Voilà pour la présentation, mais je reviens sur cet aspect de définition. Surtout, ne parlons pas des neurosciences de l'éducation, parce que, premièrement, c'est pas correct. Personnellement, ça me crispe beaucoup. On n'est pas dans les neurosciences. Les neurosciences, c'est une petite partie. C'est une partie de cet ensemble de disciplines qui explique, qui explicite la cognition, tant chez l'humain que chez l'animal, etc., qu'elle soit naturelle ou artificielle. Les sciences cognitives ont à l'intérieur un domaine qui est celui de la compréhension des mécanismes biologiques, etc., sans lesquels on avance moins bien, si vous voulez. C'est-à-dire ce que l'on sait, par exemple, sur le rôle du sommeil pour apprendre, jamais on ne l'aurait su aussi précisément, et encore on est très loin de tout savoir sur le sommeil dans l'apprentissage, mais on a besoin aussi de ces techniques-là. Moi, je travaille pas mal avec le Lapsidé de la Sorbonne sur les mécanismes attentionnels chez les collégiens et les lycéens. On a besoin de la neuroimagerie pour voir comment ça marche. Ce qui est confirmé, ce qui n'est pas confirmé, etc. Bref, il y a tout un champ si vous voulez, d'intérêt pour la cognition. Merci la neuroimagerie, merci les laboratoires, mais ce n'est pas que ça. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Et c'est vrai que nous venons de vivre l'année dernière une période un peu tensionnelle entre les différentes catégories d'experts sur l'éducation. Il faut qu'il y ait une complémentarité qui s'installe entre eux pour que chacun écoute et voir ce que l'on peut prendre, évidemment, de chacun pour avancer. Ça, je tenais vraiment à le dire. Alors, je vous disais tout à l'heure que notre équipe s'est donné une charte éthique, un cadre éthique, et je voulais le partager avec vous, parce que vous êtes concernés par cette affaire-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que les sciences cognitives viennent faire dans l'apprentissage? Est-ce qu'elles ont de l'espoir à apporter? Est-ce qu'il y a des limites à prendre en compte? Donc c'est un peu de cela que je voudrais vous parler ce matin. Alors, il y a eu effectivement une grande turbulence. C'est un moment où on doit s'interroger sur la place de la recherche qui peut prendre différentes formes. Recherche fondamentale sur la cognition, tant de psychologie cognitive que effectivement de neurosciences. Donc il faut qu'on s'interroge sur comment fonctionnent entre eux ces experts, ces chercheurs sur la cognition, et puis quelle est la relation entre cette recherche qui est fondamentale, mais il peut y en avoir d'autres, et puis la classe. Et ça, je vous en parlerai de cela. Alors donc la liaison recherche-terrain, je souhaite aux professionnels de la formation que vous êtes, parce que vous portez cette responsabilité de savoir, mais qu'allons-nous faire dans les années qui viennent de ces sciences cognitives qui arrivent massivement. Et il y a eu donc
surtout depuis 15-18 mois, si vous voulez, en France, lorsque notre ministre a installé ce conseil d'experts qu'on appelle le conseil scientifique, qui est composé de 21 personnes, qui sont en fait des grands experts de la cognition, etc. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas la classe. En général, ils sont rarement rentrés dans une classe récemment, ça date de leur enfance, etc. Et alors donc, il y a eu une tension forte, et alors les médias se sont emparés de ce sujet-là de façon excessive et parfois caricaturale, et on a vu sortir des articles, etc. Je l'ai un petit peu dire de façon familière de tout et n'importe quoi. Donc nous, on ne peut pas s'emparer de cela brutalement. Il faut que nous soyons formés, il faut que vous soyez à minima formés sur ces choses-là. Et donc c'est tout l'enjeu de la position, du savoir sur les formateurs, et bien entendu, vous les étudiants, savoir peut-être mieux comment vous fonctionnez pour mieux apprendre, et je vais en reparler de ceci. Donc ça, c'est cette chose-là. Et donc nous avons, je sais plus, je crois que j'ai 4 ou 5 slides là-dessus. Je tenais à dire que dans notre équipe, nous sommes extrêmement prudents sur la crédibilité des connaissances sur lesquelles s'appuient les applications pédagogiques. C'est pourquoi la plupart des acteurs de notre équipe sont des gens de terrain, des enseignants comme vous, etc., mais d'autres aussi. Nous avons besoin de la validation de ces chercheurs, qui, eux, savent beaucoup mieux que les gens du terrain comment ça fonctionne. Donc on a besoin de cette validation. C'est pour ça que nous ne publions, nous n'exprimons, nous n'exposons que des choses qui ont été validées par eux. Nous sommes très prudents, si vous voulez, sur toutes ces interventions de gens qui se disent spécialistes, experts, etc., qui sont un peu solos, qui travaillent pour eux, qui avancent, qui publient, qui donnent des conférences, etc., et qui brouillent un petit peu le paysage en termes de ces connaissances-là qui sont vraiment fondamentales pour vous. Voilà. Alors, il y a également un petit peu de ménage à faire sur les croyances, parce que nous avons tous un cerveau, évidemment, entre les deux épaules, et donc il y a beaucoup de fausses croyances sur le cerveau qu'il convient de rectifier, mais ça c'est quelque chose qui se réalise assez vite actuellement. En tout cas, moi je l'observe dans les multiples conférences que je donne. Il y a une connaissance vraiment qui s'est beaucoup améliorée ces dernières années sur le cerveau. Alors, il y a un sujet qui émerge actuellement, qui est très fort, surtout au niveau des jeunes. C'est tout le problème des biais. Alors on est tous piégés par les biais cognitifs, je vous présenterai un écran tout à l'heure, mais il faut être très très vigilant sur, parmi cette masse d'informations que vous recevez continuellement et qui est exponentiellement croissante, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est valide, dans quoi peut-on aller avec confiance, que doit-on pas redouter, mais enfin être vigilant, etc. Donc c'est tout le problème des biais. Et puis, évidemment, la compétence des intervenants et la méthode aussi scientifique que possible pour valider les acquis sur cette connaissance. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'évaluer l'effet d'une technique parce que la vie dans la classe, l'éducation d'un jeune, c'est tellement multi-paramètres qu'il est très compliqué d'isoler un des paramètres et de dire telle méthode conduit à tel effet. C'est très compliqué. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu parce que c'est un mouvement dans lequel nous nous inscrivons. Alors justement, je voulais vous mettre un petit peu à l'épreuve. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, classer sur la gauche ce qui vous semble vrai et mettre à droite ce qui vous semble faux? Pour tout vous dire, il y en a plus à droite qu'à gauche. Donc je vais vous demander de signer ceux qui pourraient être à gauche. Tiens, madame, est-ce que vous en avez un à proposer que vous mettriez dans la colonne des vrais? Deux choses conscientes en même temps. On peut faire deux choses conscientes en même temps. Je continue. Et vous, madame, lequel vous mettriez à gauche? Ne pas entremêler deux apprentissages? Ne pas entremêler deux apprentissages. Et vous, monsieur? 10% du cerveau utilisé.
10% du cerveau utilisé. Et vous, madame, vous en avez une à proposer? Cerveau, garçon, mieux adapté pour les maths, ça sera un droit. Cerveau, garçon, mieux adapté pour les maths. Je vais chez les jeunes maintenant. Et vous, chère mademoiselle? Il y a quelque chose qui vous semble vrai qu'on pourrait mettre à gauche? Non. On est capable de tout faire, on est des filles. Comment? On est capable de tout faire. Qui ça? Bah, tout le monde. On peut tout faire. C'est-à-dire? J'ai pas... Bon, allez, je ne vais pas vous laisser. Alors on y va, solution. Voilà. Alors, c'est mal parti, hein, pour certains. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, on pourrait passer la journée sur l'étude de tous ce que l'on appelle des neuromythes, c'est-à-dire ce que l'on croit qui n'est pas juste. Voilà. Alors, l'attention que je voudrais attirer auprès de vous, c'est que vous devez plus que tout autre savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, voilà, on va pas trop développer ces thèmes, mais méfions-nous, partons avec une bonne connaissance de base. Je voudrais signaler à votre attention un petit livre exquis de Elena Pasquinelli. Elena Pasquinelli, c'est donc une enseignante de Normal Sup, rue d'Ulm à Paris. C'est une grande experte. Elle fait partie du conseil scientifique. Et donc, ça se lit en quelques heures. C'est vraiment formidable. Et vous repartez sur de bonnes bases. Il ne parle quasiment que des neuromythes. Mon cerveau, ce héros. Quel titre donneriez-vous à cet écran? Alors, j'ai prononcé le mot il y a quelques minutes. Oui, je vous aide. Oui? Bien sûr, bien sûr. Et ce sont quelques-uns des biais cognitifs. Nous sommes tous piégés par des tentations de penser ou de croire que nous pensons d'une certaine façon, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait comme cela. Donc, un des plus connus, c'est le biais de Dunning-Kruger, qui consiste à constater que ce sont souvent les gens qui ont le moins de savoir et de compétences qui croient en avoir le plus, et réciproquement. Voilà. C'est un exemple. Primauté, eh bien, le cerveau a tendance à retenir les premières informations d'un propos, d'une explication. Récents, ce sont les derniers, etc., etc. L'expérimentateur a toujours tendance à rechercher dans une expérimentation, dans une étude, ce qu'il attend, etc. Donc, il y a un certain nombre de biais. Et nous venons de conduire avec deux coniclasses de la région parisienne qui ont travaillé concomitamment en même temps, et les jeunes se sont aperçus, alors le thème c'était les fake news, parce que c'est très à la mode quand même, à quel point ils pouvaient se laisser piéger, et à quel point une indispensable rigueur de pensée, de raisonnement était important pour se positionner dans la vie. Bref, donc ça relève aussi de la cognition. Troisième plan sur l'éthique. Donc nous avons un périmètre limité d'expertise. Donc je vous les rappelle, c'est la mémoire, la compréhension qui lui est intimement liée, les mécanismes attentionnels, et j'y reviendrai brièvement, mais quand même un peu, dont on dit que c'est le premier critère de réussite dans la vie, et pas simplement à l'école, dans la vie, on y reviendra là-dessus, et puis l'implication active qui est liée à la nature bayésienne, pour faire savant, du cerveau qui a tendance à prédire. Donc le questionnement est probablement une modalité d'apprentissage qui est la plus efficace. Voilà. Alors, hors de ce champ-là, nous n'allons pas. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec notre ami, j'ai oublié ton prénom. Oui, David. Avec David, par exemple, le champ des émotions dont il vous parlera, nous n'y allons pas. Tous les troubles de l'apprentissage, nous n'y allons pas. Ça relève d'expertise que nous n'avons pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que nous pour en parler. Ensuite, ne pas confondre recherche expérimentale et recherche-action. La recherche expérimentale, bien entendu, nous en avons besoin. Alors, il y a en France un plan
de recherche fondamentale sur l'éducation, des projets de recherche qui sont extrêmement coûteux, des labos spécialisés sur la lecture, la manipulation des nombres, enfin, etc., etc. Il y en a un certain nombre comme ça. Nous, on n'est pas là-dedans, mais évidemment, on en a besoin. En revanche, ce qui manque en particulier pour nos responsables nationaux, ce sont en fait ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous proposons des pistes pédagogiques extrêmement concrètes à appliquer dans les classes. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne sur 1000 élèves, 5000 élèves, etc. Et nous, on travaille, dans notre équipe, on travaille à peu près sur 30 000 élèves. Et donc, on fait des sondages de temps en temps pour voir comment un certain nombre de règles cognitives fonctionnent. Et donc, nous, on est plutôt sur le terrain de la recherche-action. Voilà, donc ce sont des mécanismes indispensables et complémentaires. Et d'ailleurs, la recherche fondamentale a besoin de nous. Enfin, moi, je suis plutôt humble, je veux dire, sur le plan intellectuel de la cognition. Et Olivier Houdet, qui a longtemps dirigé le laboratoire de la Sorbonne, c'est lui-même qui est venu vers nous en nous disant la recherche fondamentale a besoin du terrain. On voudrait faire des études sur comment se développent les mécanismes attentionnels, en particulier ce qu'on appelle l'inhibition, je vous en dirai 2 mots, sur les ados de 15 à 17 ans, parce que c'était une zone non explorée, et j'ai besoin de 100 lycéens, etc. Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'on peut travailler dans ces établissements? Et c'est là où on voit qu'on arrive à conjuguer un petit peu nos travaux, et je pense que c'est une manière de penser l'avancée à la fois scientifique et réaliste qui est en développement actuellement. Voilà, et donc on reparlera probablement de cette conjugaison de l'élève, le formateur et le personnel d'encadrement. Alors évidemment, c'est un travail d'équipe, nous ne concevons pas d'être seuls dans cette affaire, ce sont des expertises complémentaires, c'est une mosaïque de compétences qui fait qu'on arrive à se développer, et de la même manière, dans nos coniclasses, pour les appeler comme ça, ce sont en général des équipes de profs qui, ensemble, se prennent un sujet, comment l'élève ou l'étudiant consolide ses acquis, parce que l'on appelle maintenant la consolidation à rythme expansé, qui est la modalité naturelle de l'acquisition en mémoire. Comment ça marche? Eh bien, s'ils sont 2 ou 3 ou 4 au sein d'une équipe, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus crédible que s'ils sont tout seuls. Donc on développe beaucoup le travail et les projets d'équipe, et on en parlera probablement à la fois dans l'atelier de Pascal cet après-midi et sûrement dans le mien. Voilà, et je pense que c'est le dernier, donc c'est cette triple entrée que je vous ai déjà cité. Alors, les espoirs. Alors, nous sommes très, très réalistes, on est très preneurs des échos, des frémissements qui ont lieu. Et alors, nous procédons à ce qu'on appelle les carottages en termes statistiques, c'est-à-dire tous les mois, on prend 20 coniclasses et on les interroge sur un point précis, comment le fait d'apprendre aux élèves, comment fonctionne leur cognition, pour avoir une dimension métacognitive, comment je me vois apprendre, comment j'ai conscience que j'apprends ou que j'ai de la difficulté à apprendre, etc. Quelle est la relation entre le fait de leur expliquer et leur comportement en classe, par exemple? Voilà, un exemple de question. Un autre exemple, c'est qu'est-ce qui a le mieux marché dans le bouquet de pistes que l'on propose? Pourquoi? Quel effet ça a eu? Etc., etc. Tous les effets collatéraux au niveau de l'image que les élèves se font, est-ce que je suis nul, est-ce que je suis capable, etc. Toutes ces choses-là nous intéressent, donc on fait des sondages. Donc l'espoir, c'est d'avoir une pédagogie plus performante. Et vous voyez, par exemple, hier dans le train, en venant, je faisais une analyse des 20 dernières questions qu'on a posées. Eh bien, le résultat on a observé des choses positives qui redonnent confiance aux élèves et on a l'impression qu'ils apprennent mieux, non seulement d'une semaine à l'autre, mais d'une année sur l'autre. Le résultat positif, plus ou moins, était quand même de 100%. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enseignants qui démarrent ce genre de choses et qui abandonnent. Parce que tous sentent qu'il y a quelque chose de positif. Alors nous balbutions, on n'y est pas encore, mais en tout cas, les collègues sentent qu'on peut s'emparer de cette affaire et qu'on peut l'affiner au cours des mois.
Donc l'idée, c'est quand même de limiter la difficulté d'apprentissage. Alors, je vais vous faire une petite confidence en passant. Donc j'ai été proviseur de 4 établissements, et dont un dans une zone extrêmement compliquée de la région parisienne. Énormément d'élèves en difficulté, etc. Dans une ville où il y a très souvent des conflits sociaux, des tensions sociales extrêmement fortes. Et ça fait franchement mal au cœur, si je puis dire, de voir la moitié d'une cohorte de collégiens qui ont 15 ans, une moitié par an qui quittent le système scolaire, qui n'intègrent pas de formation au-delà, ultérieure, et qui vont se retrouver au pied de leur cité, avec tout ce que ça engendre de fractures sociales. D'année en année, cette ville qui est quand même important en termes d'habitants et qui voit régulièrement des conflits sociaux, des violences sociales, et on se dit quand même, est-ce que la pédagogie n'y est pas un peu pour quelque chose? Pour un chef d'établissement, c'est quand même extrêmement désolant, navrant, de voir ces échecs, ces élèves qui arrivent à 15 ans et qu'on n'arrive pas à faire poursuivre, qui sont dégoûtés de l'école, qui n'en peuvent plus. Alors je ne veux pas dresser un tableau catastrophiste, c'est pas du tout ça mon idée. C'est en quoi la manière d'enseigner peut-elle avoir un rôle, peut-elle être levier pour arriver à redonner de la confiance et même de l'efficacité dans l'apprentissage. En fait, pour tout vous dire, mon implication dans cette affaire, elle est née un petit peu de cela, il y a quelques années. Donc, limiter la difficulté d'apprentissage et puis revoir la posture enseignante. C'est-à-dire sortir de ces représentations d'enseigner comme on a été enseigné, etc., etc. Donc, plus que tout autre décret, etc., qui viendrait en top-down, eh bien, l'idée, c'est peut-être aussi que c'est vous qui allez réinventer les nouvelles manières d'enseigner. Voilà. Et donc, nous promouvons beaucoup le système de l'interformation, abattre les cloisons entre les classes, inviter les collègues à venir voir ce que l'on sait faire et que l'autre ne fait pas, faire monter en charge ces pépites de compétences que nous avons tous et que le voisin n'a pas forcément, et souvent même, moi je constate que souvent ils ignorent même ce que sont capables de faire les collègues. Mais les limites, c'est ce qui est en jaune, c'est-à-dire la plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette modification incessante à chaque seconde de la vie, depuis la vie intra-utéro que in utero que jusqu'à la fin de notre existence, notre cerveau change constamment. Il change parce qu'il apprend. Les neurones se modifient, les connexions se modifient, les arborescences neuronales se modifient. Ça, c'est peut-être une des définitions biologiques de l'apprentissage. Mais cette plasticité cérébrale sur laquelle on peut fonder d'immenses espoirs pour de très très nombreux élèves et pour tous, j'allais dire, elle est aussi limitée. Donc, si vous voulez, les neurosciences permettent actuellement de mieux savoir en quoi et jusqu'où elle est limitée. Et puis, bien sûr, il y a les contraintes du système, et puis il y a cette flexibilité mentale que nous avons à remettre en cause nos croyances, nos habitudes, nos routines, et qui est pas facile sur laquelle il n'est pas facile de jouer. Voilà. Donc, quel type de médecine allons-nous choisir? Alors, c'est vrai que c'est un peu caricatural, mon affaire, mais quand même, on en est un petit peu là. Est-ce qu'on ose, est-ce qu'on a l'audace d'aller vers d'autres pratiques pédagogiques? Alors, vous connaissez sûrement cette règle un peu empirique du management, qui consiste à dire que face à tout changement, il y a toujours une phase de déni. Toujours. On est tous confrontés par rapport à un changement possible qui nous implique à une réaction d'empêchement. Voilà, on se trouve plein de raisons pour ne pas changer parce que c'est pas confortable de changer. Donc on passe toujours par une phase de déni, plus ou moins grande évidemment selon les individus. Et ensuite il y a une deuxième étape qu'on pourrait appeler l'étape de la résistance, c'est-à-dire il faut résister contre un certain nombre de propensions, d'habitudes, de routines, etc. Il faut arriver à surmonter cela. Et donc il y a un curseur qui va se mettre en place avec il faut vivre les choses, les mettre en œuvre, etc., passer dessus, les mouliner,
Voilà. Et donc cette phase de résistance va s'estomper progressivement et il va y avoir appropriation de ces nouveaux concepts, de ces nouvelles convictions, de ces nouvelles réussites, mais aussi de ce qui a été des obstacles, etc. Donc on va passer par une appropriation qui va conduire, in fine, à la phase d'intégration, c'est-à-dire que ça sera tellement naturel qu'on ne peut plus concevoir de faire autrement. Donc ça, je ne vous apprends rien, c'est les célèbres règles du changement, le management du changement, etc. Et savoir aussi que statistiquement, dans une collectivité, une entreprise, etc., vous avez toujours 20%. Enfin, c'est 20%. En gros, c'est l'ordre d'idées qui compte, qui ne changera pas, qui restera dans le stade du déni, toujours. Donc, alors pour qui manage un établissement, c'est quand même important à savoir. C'est pas la peine de se crisper. Voilà, c'est pas parce qu'on a échoué, c'est parce qu'il y a des gens qui, pour diverses raisons d'ordre psychologique, de sécurité, de tout un tas de choses, ne dépasseront pas voilà, ce stade-là. Par contre, les autres, on peut y aller. Alors finalement, c'est ce que, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, les trois grandes questions récurrentes, obsessionnelles, c'est toujours qu'est-ce qu'apprendre? Alors maintenant, on le sait mieux. Et alors donc, merci à Monsieur Jordan d'avoir écrit ce livre il y a déjà 20 ans, mon Dieu, et dont le titre a été repris, mais sans problème et sans vergogne par Stanislas Dehaene. Merci à lui quand même. Alors cela dit, les deux sont tout à fait intéressants. Je vous invite d'ailleurs à, si vous n'avez pas lu le premier, lisez peut-être celui de Dehaene qu'il a pris. Qu'est-ce qu'apprendre? Alors il donne tout un jeu de définitions. Il est encore en circulation, le vôtre? Ah, il est en livre de poche. Son livre est en livre de poche et en plus pas cher. Moins cher. Ok. Donc qu'est-ce qu'apprendre? Alors ça relève effectivement aussi des sciences cognitives, puisque le concept d'apprentissage est en train de se préciser. Ensuite, il y a quand même qu'apprendre. C'est-à-dire, dans ce monde où le flux d'informations est en train de croître géométriquement, qu'est-ce qu'il est important d'apprendre? Qu'est-ce qu'il est important de retenir pour comprendre, etc. Et ça pose un vrai problème de corpus de connaissances. C'est-à-dire, lorsque on interroge chez nous les gens qui conçoivent les programmes, hélas, ils ne sont pas trop conscients des mécanismes de la cognition. Et on arrive vite à construire des programmes dont l'ambition est parfois très surdimensionnée par rapport à la capacité des élèves moyens depuis que l'école s'est démocratisée. Et donc ça, c'est vraiment très fin. De quoi a-t-on besoin pour se situer, avoir des repères nécessaires, devenir un citoyen pertinent et pouvoir s'adapter continuellement à cette évolution absolument formidable. Donc ça, c'est une vraie question. Et ensuite, le comment apprendre, évidemment, ça relève en particulier des sciences cognitives. Donc ce sont les trois axes. Et donc, on en parlait tout à l'heure, les personnels d'encadrement, je ne reviens pas. Quel titre proposeriez-vous pour cette diapositive? Alors, je vais faire mon petit sondage. Qu'est-ce que vous proposez, cher ami? Probablement la mémoire. Alors, ça tourne autour de la mémoire, dites-vous, et vous, madame? Conditions pour retenir. Les conditions pour retenir, on est toujours un peu sur le champ de la mémoire. Et vous, madame? Ouais, je tournerai autour de la même chose. Autour de la même chose, et vous, monsieur? Oui, je crois que... Également, vous souscrivez? Ok. Alors, je vais quand même décoder un tout petit peu le rythme expansé de la consolidation mnésique. Alors, c'est connu depuis au moins un siècle, c'est simple. Le principe est simple. Lorsqu'il vous arrive une notion nouvelle que vous souhaitez retenir, vous l'apercevez la première fois. Il va se passer des choses, même au niveau biologique, moléculaire, etc., dans votre cerveau. Vous allez l'apercevoir, un peu l'accueillir, un tout petit peu l'ancrer dans votre cerveau, et vous allez l'oublier. C'est automatique. C'est le problème de l'oubli, qui est incessant, naturel, etc., etc. Donc, peu de temps après, vous allez devoir la reprendre. Et les choses ont commencé à se structurer un peu plus solidement. Donc, vous allez
un peu la consolider, mais il va y avoir encore un phénomène de fléchissement, c'est presque exponentiel en quelque sorte, et donc vous allez devoir la rapprendre une troisième fois, la revoir, la revisiter, mais vous avez plus de temps pour cela parce que la deuxième fois, vous l'avez mieux retenue que la première. Donc, vous allez expanser l'écart de la reprise. Et vous connaîtrez mieux cette notion-là, mais il y aura également une forme d'oubli, d'estompage qui va se produire dans votre cerveau. Donc, vous allez consolider encore, et là, vous allez vous autoriser à un écart encore plus grand. Et au bout de 4 ou 5 fois, ces notions qui sont d'ordre du sémantique, c'est-à-dire ce que l'on peut déclarer, au bout de 3, 4, 5 fois, là, vous êtes à peu près sûr de la retenir pendant des semaines et des mois. Donc ça, c'est particulièrement important pour ceux qui apprennent, évidemment. On ne retient jamais, de façon définitive, une notion qui vient de nous arriver. Il faut toujours la reprendre, et on a la possibilité, le droit de la reprendre à un rythme expansé, de plus en plus grand. Ensuite, la nature de l'oubli, ça parle de soi. On sait mieux maintenant de quoi ça relève, des quelques paramètres qui définissent l'oubli. Ensuite, le cerveau apprend lorsqu'il n'a pas conscience d'apprendre. Alors ça, c'est un élément important, c'est-à-dire lorsque le sommeil est en repos, lorsqu'il active ce qu'on appelle les réseaux par défaut, etc., lorsqu'il dort, lorsqu'il fait des pauses, lorsqu'il fait autre chose, il continue à travailler, ça continue à se construire à l'intérieur du cerveau par rapport à l'acte d'apprentissage volontaire que l'on produisait peu avant. Donc le cerveau apprend lorsqu'il n'a pas conscience d'apprendre. Donc on voit là qu'il y a une dimension temporelle sur le fonctionnement du cerveau qui apprend. Il y a des mécanismes qui sont fulgurants, qui vont extrêmement vite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lents. On a besoin de donner un peu de temps au cerveau. Donc ça va rythmer un petit peu, pour les formateurs que vous êtes, ça va rythmer un petit peu cet apport de notions, etc. Il faut jouer aussi sur l'accord de temps. Le cerveau actif est efficace par rapport au cerveau récepteur. Vous êtes en cerveau récepteur. Et j'ai honte de le dire, parce que c'est pas la meilleure manière d'apprendre. Il vaut mieux être en mode actif. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau est construit, on appelle ça le cerveau de la prédiction. C'est-à-dire que vous vous posez incessamment des questions, et votre cerveau pose des hypothèses de réponse. Et en fait, lorsque vous avez la réponse, vous avez pris une décision qui vous semble convenable, il y a toujours un rapprochement entre ces hypothèses que vous avez formulées, soit consciemment, soit inconsciemment dans la vie de tous les jours. Vous êtes sans cesse en train de vous dire, est-ce que je vais à gauche, à droite, est-ce que j'appuie sur le bouton, est-ce que je fais autre chose, etc. Vous posez sans cesse ces questions-là, et lorsqu'il y a confrontation avec la réalité, là il y a apprentissage. Donc en fait, c'est le cerveau actif surtout qui apprend. Alors qu'en cerveau récepteur, vous êtes un réceptacle dans lequel on jette tout un tas de choses, de notions, d'idées, etc., d'informations. Et en fait, il n'y a pas ce processus-là. Donc, l'optimisation de l'apprentissage repose aussi sur cette manière active. Alors, qui n'est pas nouvelle, hein, Montessori, De Crowley, Freinet, tous ces gens-là avaient déjà découvert ça il y a bien longtemps. Maintenant, on sait mieux comment les choses se passent. Donc, le mode purement transmissif tout au long d'une séquence, on sait que ce mode-là n'est pas convenable. Donc il faut le plus possible mettre les étudiants, les apprenants dans des situations de questionnement, développer le questionnement. Ensuite, le contrôle de la pensée se développe. Je développe un tout petit peu. Si vous voulez, vous avez un cerveau qui fonctionne continuellement sur deux modes. Vous avez soit le mode rationnel, c'est-à-dire je réfléchis, je traverse le carrefour, je fais attention à tout, à gauche, à droite, la couleur du feu, est-ce qu'il y a une voiture, est-ce qu'il y a ceci, cela. Et si vous faites ça méticuleusement, de façon bien ordonnée, vous aurez toutes les chances de traverser la route sans problème. Vous aurez évité l'accident, etc. Ça, c'est le mode rationnel. On appelle ça algorithmique. On appelle ça le système 2, comme disait Daniel Kahneman, qui a eu un économiste qui a appliqué ces lois-là dans le champ de l'économie et qui a obtenu il y a quelques années le prix Nobel pour cela. Et alors, il y a un autre mode qui heureusement existe pour nous, qui nous évite de tout décomposer en tout petits stades, etc., et qui relève de l'automatisme, de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aussi traverser le carrefour en parlant à votre ami parce que vous faites confiance à vos systèmes d'alerte qui vont vous dire alors il y a une voiture qui arrive, etc. Donc vous pouvez faire confiance.
Mais le succès n'est pas garanti. Alors ça, c'est le système rapide, confortable, très efficace, mais pas sûr, et que l'on appelle le système heuristique rapide. C'est le système 1. Donc on passe continuellement, et vous sentez bien que vous êtes continuellement dans ce switch, dans cette alternance. Lorsque vous conduisez la voiture, vous faites très attention à tout, mais vous pouvez aussi libérer votre attention et parler avec votre voisin, et là, vous faites 2 fois le tour du rond-point. C'est un exemple. Puisque ça nous est arrivé hier soir comme ça, il y a des mécanismes. Donc on se lâche, si vous voulez, on se repose sur les mécanismes automatiques qui sont continuels dans la vie, pour écrire, pour parler, pour etc., etc. Et puis le mode relationnel. Et alors, l'inhibition, c'est quoi? Eh bien, c'est en quelque sorte le système intermédiaire. Quand est-ce que je passe de l'un à l'autre? C'est quoi la vigilance attentionnelle qui permet d'optimiser la confiance qu'on fait aux automatismes inconscients rapides, etc. Et à partir de quand on doit faire attention à tout. Alors ça intervient énormément dans l'apprentissage. On écrit, est-ce que j'écris automatiquement comme dit Houdet, je les mange, bon bah le petit, il met un S à mange. Parce qu'on lui a toujours appris que les c'est un pluriel, il faut mettre un S, etc. Oh, il a oublié de penser que ce n'était pas un nom, etc. Et c'est de multiples, il y a de multiples exemples là-dessus. Alors ces mécanismes de l'inhibition sont en pleine découverte, et on s'aperçoit que cette vigilance de l'esprit, ce contrôle de la pensée, c'est un domaine qui est en train de se développer dans l'apprentissage. Le développement des capacités attentionnelles, bon, c'est un vaste champ, mais ça parle un peu de lui-même. La plasticité cérébrale tout au long de la vie, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, la réponse à la question, c'était ça. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, il y a 20 ans, il eût été très difficile, voire impossible d'en parler, parce que c'est récent. Alors, pourquoi vous présentez cette diapo? Eh bien, c'est pour un peu anticiper la réaction de certains qui pourraient dire oui, mais tout ça, on le sait depuis longtemps, je le fais dans ma classe, etc., etc. Beware, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un champ actuellement de développement assez considérable des connaissances sur le cerveau. Nous démarrons. On ouvre simplement le rideau. Voilà, on en sait déjà assez pour mettre en place des modalités, mais tout ça, c'est quand même assez récent. Je voulais insister là-dessus. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nos axes de travail, c'est mémorisation, compréhension, attention, implication, évaluation. Alors pour l'attention, on n'en dira pas beaucoup, mais vous avez ici, par exemple, ce qu'on a observé fort bien avec la neuroimagerie, vous avez ici les zones, plutôt dans le pariétal, là, de réflexes spontanés. Enfin, tout ce qui vient un peu spontanément, les désirs fondamentaux, etc., que vous connaissez bien. Enfin, dans le champ des émotions, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà. Et puis, vous avez devant quelque chose qui est arrivé assez tard dans l'évolution humaine, c'est-à-dire tous les modules neuronaux qui sont là devant et qui constituent un peu les fonctions exécutives, c'est-à-dire ce qui permet de traiter une information, de la comprendre, de décider, etc., dont la mémoire, la fameuse mémoire de travail qu'on évoquait tout à l'heure avec... qui est passé où? Qui est parti? Non? Bref, qu'importe, c'est pas important. Et alors donc, entre les deux, il y a des faisceaux de longs neurones dont nous disposons à la naissance. D'ailleurs, on dispose de beaucoup de choses à la naissance. On dispose de presque tout, mais à l'état d'ébauche. Donc l'éducation et l'apprentissage sont là pour les consolider. Consolider cette structure. Donc on a ces faisceaux-là de contrôle par les modules de fonction exécutive qui sont par là, sur les mécanismes de réflexe, etc., et qui fait que à 30 ans, on ne crie pas comme un bébé, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc on développe le contrôle de l'attention. Bref. Je passe là-dessus. Et alors évidemment, en filigrane derrière, il y a le numérique qui envahit votre vie avec ces questions. Mais pourquoi le numérique? Est-ce que ça apporte des choses? Est-ce qu'il n'y a pas un leurre? Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de séduction artificielle de l'outil numérique? Donc dans le travail que nous faisons, il y a une sélection pertinente d'un certain nombre d'outils numériques
au service des étudiants, etc., pour se tester, pour comprendre, pour mémoriser, etc. Et donc, on travaille, et tu le disais, Pascal, tout à l'heure, dans ta classe, tu utilises essentiellement Kahoot, Socrative, Quizlet, Plickers, Anki, des outils comme ça, qui sont maintenant assez communs et qui corrèlent complètement, si vous voulez, ce que l'on sait des mécanismes de l'apprentissage. Par contre, il y en a d'autres. Enfin, lisez le petit ouvrage de... comment s'appelle-t-il déjà ? Amadieu et... comment s'appelle-t-il ? Tricot, André Tricot, qui s'appelle Apprendre avec le numérique, mythe ou réalité. C'est une méta-analyse qui est assez instructive quand on est enseignant. Voilà. Que penser de cet arsenal absolument considérable d'outils ? Alors, quelques notions clés que je voudrais vous faire passer. Oh, je vais pas parler peut-être simplement pour vous dire qu'en fait, quand on apprend, tout se transforme des éléments purement biologiques se transforment dans le cerveau. Donc, les connexions entre les neurones, nos 90 milliards de neurones, etc., en fait, se lient les uns aux autres de plus en plus. On est avec un stock minimum. Hein, comme quand on ouvre un compte bancaire, on vous donne un petit chèque. Bon, ben là, vous avez le dispositif qui est tout prêt, mais ensuite, les relations entre les neurones se développent, et apprendre, c'est peut-être aussi quelque part développer, mettre en lien ces populations de neurones par le jeu des dendrites. Et puis l'information circule, et elle circule à l'intérieur de l'axone avec une certaine vitesse. Et cette gaine est entourée, cet axe est entouré d'une gaine de myéline qui fait tellement défaut aux gens qui souffrent de sclérose en plaques et autres maladies comme ça. Et parce que plus on s'entraîne, plus la myéline croît, c'est une espèce d'enveloppe qui tourne autour, et plus cette gaine s'épaissit, plus ça va vite. Donc, en quelque sorte, pour faire extrêmement court, un cerveau qui a bien appris est un cerveau et beaucoup appris, où les neurones sont très liés. On peut passer à 10 000, 100 000 liaisons d'un neurone avec d'autres, ce qui est quand même assez inimaginable. Un nombre de liens important, l'information va vite, et la transmission de l'information d'un neurone vers l'autre par les liaisons synaptiques deviennent plus efficaces. Donc apprendre, c'est aussi, ça repose aussi sur des mécanismes biologiques. Alors, nous allons commencer par comprendre, on ne va pas faire de grandes théories, et ça c'est assez ancien dans le monde de l'éducation. Donc il y a bien intrication entre les phénomènes de compréhension et de mémorisation. Donc ce sont deux phénomènes qui s'interpénètrent et qui sont complémentaires. Je voudrais prendre cette image. Lorsque l'on est face à un plateau d'échecs, selon que l'on est joueur ou pas, le cerveau réagit différemment. Imaginons que vous soyez joueur. Vous connaissez l'identité de chaque pièce. Vous savez que telle pièce avance comme ci, comme ça, qu'elle a le droit de ou pas. Bien. Donc chaque élément du système, vous le maîtrisez, et vous connaissez aussi les règles du jeu, qui fait que ce plateau est cohérent. Voilà. Donc on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que on a identifié les éléments et on connaît assez bien la manière dont ils se lient entre eux. Là, je fais extrêmement rapide également. Par contre, lorsqu'on comprend qu'on est joueur et qu'on comprend le plateau, on ne fait pas d'acte de mémorisation. C'est-à-dire que si on interroge la personne une semaine après en lui disant à 10 h du matin, le 26 mars, quelle était la configuration du plateau, c'est compliqué pour lui. Donc il peut très bien comprendre et ne pas l'avoir mémorisé. Imaginons maintenant que vous soyez un non-joueur. Vous ne comprenez pas le plateau. Voilà. En revanche, si on vous donne 10 minutes, avec toutes les petites stratégies qu'on peut imaginer, voilà, vous pouvez tout à fait apprendre la configuration. Et si vous l'apprenez bien, peut-être que dans 10 jours, vous serez capable de la redonner. Donc vous aurez mémorisé, mais vous n'aurez rien compris. Tout ça pour vous expliquer un peu brutalement que la compréhension ne repose que sur repose en partie sur la connaissance. Et ça, c'est une faille de notre système que moi j'ai bien connu dans les établissements un peu difficiles, où j'avais beaucoup d'enfants issus de l'immigration qui connaissaient assez peu le langage français, et donc ils avaient beaucoup de peine à comprendre.
C'est pas parce qu'ils étaient déficients intellectuels, pas du tout. C'est parce qu'il faut un minimum de mots pour comprendre une phrase, que ce soit en français, en anglais. Il y a un langage mathématique minimum pour traiter un problème, etc., etc. Donc la compréhension repose sur la mémoire des choses. D'un autre côté, l'expérience montre qu'on ne peut pas mémoriser correctement un concept si on ne l'a pas compris. Donc on voit bien que ces deux mécanismes forment une espèce de spirale vertueuse. Alors, on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf a commencé. En tout cas, on sait que bien comprendre, c'est déjà un peu mémoriser. C'est pour ça que je voudrais focaliser un peu sur l'importance de la mémoire. Alors, ce que je vous ai dit à propos d'un tableau d'échelle, vous pouvez prendre n'importe quelle situation de la vie, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les situations, les systèmes, les problématiques, les théories, ce sont des systèmes d'information liés, avec, à l'intérieur, évidemment, après on peut digresser à l'infini, avec tout ce qui est interne au système et externe. Voilà, dans un texte, il y a les mots qui composent le texte, mais il y a aussi tout le contexte de ce texte, etc. Donc il y a tout l'extérieur, et c'est ainsi pour toute situation. Et puis il y a ce qui est dit et il y a ce qui n'est pas dit. Donc ensuite, si vous voulez, c'est un problème de degré de compréhension. Qu'ai-je compris et à quel degré j'ai compris? La question est-ce que tu as compris? C'est évidemment une très mauvaise question. C'est pas binaire, c'est une construction. De nombreuses classes qui travaillent avec nous ont privilégié trois types d'activités autour de la compréhension. C'est tout d'abord toutes les organisations des éléments d'une problématique, que ce soit les victoires de Napoléon ou un schéma de biologie, qu'importe. En tout cas, l'ordonnancement des différents éléments avec leurs liens, c'est une manière de voir comment on les priorise, comment on les relie, etc. C'est aussi une manière de les apprendre. Puisque Tony Buzan qui a réactivé ces affaires-là, c'était quand même, il l'a fait pas au niveau de la compréhension, mais de la mémorisation, parce qu'il a présidé longtemps les concours de mémoire. Donc tout ce qui est système d'organisation de l'information, ça contribue à la compréhension. Dans notre équipe, on a par exemple une collègue qui est prof de français en collège et qui n'hésite pas à donner comme contrôle, faites-moi la carte mentale de ceci ou cela. Et c'est assez révélateur, parce qu'elle voit immédiatement si l'élève a pensé à un certain nombre d'éléments et s'il sait les relier les uns aux autres. Alors il y a tout un tas d'activités autour des cartes d'organisation. La deuxième, c'est l'importance de la précision du vocabulaire, qui a été sans doute négligée. Nous, on travaille un petit peu avec une dame qui s'appelle Jacqueline Picoche, qui a passé sa vie, en fait, à se dire quelle est l'importance de la précision du vocabulaire chez l'apprenant, du petit jusqu'au... Voilà, et donc elle a même écrit un dictionnaire des mots essentiels. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est une dame qui est une universitaire de haute volée. Et donc, tout ça pour dire qu'un grand nombre de difficultés de compréhension, etc., reposent sur ce flou autour des concepts, des mots, des sens des mots, des acceptions des termes, etc., et on n'est jamais assez exigeant autour de l'acquisition de ces définitions-là, y compris dans des disciplines telles que les maths, etc. Voilà. Donc ça, j'attire vraiment votre attention. Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour que l'acquisition précise des termes soit faite? Et puis, on ne résiste pas à ce que l'on appelle maintenant la classe renversée, qui n'est pas tout à fait la même chose que la classe inversée. La classe renversée consiste tout simplement à mettre un petit groupe avec le jeu des compétences collaboratives autour de la construction d'une partie du cours. Voilà. Nous allons traiter aujourd'hui de tels phénomènes. Eh bien, vous trois, vous allez construire le cours sur ce phénomène. Et vous avez 1 heure pour ça. Et donc, vous disposez soit d'Internet, si on vous l'autorise, soit de documents, etc. Et on vous demande, dans 1 heure, de faire le cours comme vous étiez le prof. Et le collègue se balade autour des groupes. Et alors, c'est toute une science, hein, la classe renversée. Et donc, pourquoi ça a été mis en place? Tout simplement
pour limiter le nombre des départs dans les amphis universitaires, en particulier Jean-Charles Caillès, qui est le grand maître de cette affaire, est prof de biologie cellulaire en fac de médecine, et il en avait assez de voir partir les élèves au bout de quelques semaines, et donc il a mis en place cette affaire-là, et ça a eu un rôle, comme toute activité collaborative, extrêmement impulsionnel sur la motivation, la représentation que les gens ont par rapport à la discipline, etc. Et nous, on est en train de le tester à tous les niveaux, y compris chez les petits. Les degrés de compréhension, le temps, on en a parlé tout à l'heure. Quel est le mot dénominateur commun de ces 8 vignettes? Vous dites? Les conditions d'apprentissage. Conditions d'apprentissage. Et vous diriez quoi? Image. Image. Et vous diriez quoi? Je n'ai pas encore regardé. Ah. Je... Ah, je vous prends pas surprise. Moi de même. Vous de même. Bon, en fait, ces notions-là, ces images-là sont faites pour vous montrer que la mémoire est au centre de l'activité humaine, à un point que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que faire la vaisselle en parlant à quelqu'un, ça relève de la conjugaison d'actes automatiques avec d'actes conscients. Et là, on ne peut traiter qu'un seul acte conscient en même temps, ça c'est sûr. La manipulation de n'importe quel outil, le trivial poursuite bien sûr, le souvenir, la mémoire épisodique, c'est-à-dire un contexte de lieu, de temps, d'émotion, des autres, etc. etc. L'identité, que serions-nous, quelle idée aurions-nous de nous-mêmes, de notre positionnement par rapport aux autres, etc., si nous avions oublié notre nom, tout ce qui nous concerne d'information? Ce serait inimaginable. Voilà, comprendre un film, etc., c'est aussi reconnaître, et tout ça, ça repose sur des acquis, sur de la connaissance. Une soustraction, c'est plusieurs activités en mémoire sur la reconnaissance des signes, etc., de la retenue, de toute cette manipulation des chiffres, etc., et le sommeil, qui est un des lieux, un des moments, un des espaces, temps, où la mémorisation est la plus forte. On mémorise beaucoup pendant le sommeil. Donc en fait, c'est la mémoire, et je voudrais vous positionner la mémoire à la fois sur l'échelle du temps, c'est-à-dire la mémoire, c'est pas simplement cette espèce de réserve, ce stock qu'on aurait quelque part et dans lequel on irait puiser si on en a besoin. C'est immensément plus que ça. C'est aussi ce qui fait que nous arrivons à écrire, à savoir comment utiliser le téléphone portable. Voilà. Donc c'est toute l'activité présente, c'est la cristallisation d'activités mémorielles. Mais il y a aussi toute la mémoire du futur. C'est-à-dire que plusieurs dizaines de fois par jour, nous nous projetons dans le futur grâce à la mémoire, qui en fait, c'est un peu le symétrique de la mémoire des souvenirs. C'est un peu l'effet sur le passé, projection sur le passé. Donc en fait, notre projection qui nous entraîne à penser notre vie par rapport à ce qu'on va vivre demain, la semaine prochaine, etc., ce sont des phénomènes de mémoire. Donc il y a priorité à ce que chaque enseignant ait connaissance, conscience des différentes formes de mémoire. Et par exemple, quand on dit avez-vous une bonne mémoire, c'est un piège parce que les gens disent oui, moi plutôt oui ou non. Non, c'est pas comme ça. On a au moins une centaine de zones dédiées à la mémoire. Ça forme une espèce de mosaïque. Chaque type de mémoire est assez spécialisé. Tout ça fonctionne en système. Et donc, Nell Tulving, qui est un grand psychologue encore vivant, je crois, les a classés en 5 ou 6 grandes catégories. Donc la mémoire perceptive, lorsqu'on commence à recevoir des signaux qui nous viennent par nos sens. La mémoire sémantique, ce que l'on peut déclarer de façon explicite, notre nom, une référence historique, les savoirs, en fait, ce qu'on essaye de faire engranger par l'élève. La mémoire épisodique, donc des souvenirs, qui est plus à l'intérieur du cerveau dans les hippocampes. La mémoire procédurale dont je vous ai parlé, la mémoire des automatismes extrêmement précieuse et qu'il faut développer, on verra pourquoi tout à l'heure. Mémoire des émotions et puis cette fameuse mémoire de travail qui est l'atelier exécutif du cerveau. Nous avons passé volontairement au moins 20 minutes à présenter au début une slide avec 8 choses. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler ? Lesquels vous dites ?
C'est mal parti. Ouais. Alors, j'ai passé volontairement beaucoup de temps à expliquer 8 items sur la cognition au début de l'exposé. Est-ce que vous pourriez me les rappeler? Comme ça, non. Comme ça, non. Et vous, madame, qui avez peur que je vous vous en rappelez? Non, pas les Non. Non plus. Non plus. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut peut-être aller manger. Je ne sais pas si tu vas faire ta conf. Et est-ce que vous sentez le déclin, mais phénoménal? Attendez, j'ai passé 20 minutes à vous expliquer plein de trucs dans tous les sens, et vous n'êtes pas... Et vous êtes capable d'en sortir? Des... Il y en avait 8. La... Oui, eh ben c'est pas Jojo, hein. Moi, je suis pas content de vous. C'est pas bien. Bon, non, c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous présentez des notions à vos élèves, vos étudiants, c'est pareil. C'est pareil. Alors, les a-t-on complètement oubliés? Pas sûr. Pas sûr. Parce que si je vous mets sur la voie, vous allez probablement en retrouver. Donc, c'est quelque part caché dans le labyrinthe de la mémoire, n'est-ce pas? Donc, avec des indices, etc., on peut y arriver. Mais vous voyez à quel point nous sommes faibles en mémorisation. Pour mémoriser, il faut vraiment travailler dessus, prendre et reprendre, etc., parce qu'il s'est écoulé 1 heure, et donc le résultat est assez catastrophique. Allez, je vais vous passer 15 mots, et on va bientôt finir. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous passer 15 mots. Avant que vous tombiez dans l'habituation et le sommeil, attention, ce sont des mots relativement familiers. Le jeu, bien sûr, ça va être de les rappeler. 1 toutes les 2 secondes, c'est assez classique. C'est parti. Alors je vais évidemment chercher ma victime dans la salle, mais il faut que je vous explique quelque chose avant qui va permettre de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on est soumis au phénomène de l'oubli, qui est un phénomène naturel, incessant. Ça nous sert à nous protéger contre cette... Voilà, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce qu'on a des millions d'informations qu'on retient dans une journée? Très peu de choses. Donc c'est un filtre nécessaire. Toutes nos misères, n'est-ce pas, s'estompent. Elles sont moindres le lendemain, le surlendemain, etc. Si on revivait les choses avec la même intensité émotionnelle, ce serait un enfer. La vie serait un enfer. Donc il y a des mécanismes qui sont prévus pour cela. Et en particulier, donc il y a des familles de molécules qui sont chargées de ce travail de destruction. C'est épouvantable pour le moral du prof, qui cherche lui à faire retenir les choses. Et vous avez des phénomènes qui, au fur et à mesure, vous cassent la baraque. C'est pas tolérable. Et pourtant, c'est ainsi. Donc, il faut passer de la trace à l'ancrage. Là, vous n'avez eu qu'une trace. Et d'autre part, il faut réactiver donc suffisamment, faire des liens, traiter les choses. Bon, ça, vous l'entendez, à mon avis, fort bien. Alors, on connaît maintenant les 5 ou 6 règles universelles sur la mémoire, et on invite évidemment les enseignants à le... Voilà. La victime du jour... Oh, monsieur a l'air tellement sympathique. Alors, on ne souffle pas, n'est-ce pas? Promis? Les 15 mots. Réponse, direction, régime. 20. 20. Oui. C'est tout. 4. 4 sur 15. Monsieur le directeur, on le garde ou pas? On le garde ou... Il est formateur. On le garde, le monsieur? On le garde. Mais oui, on le garde, parce que c'est normal, monsieur. Parce que votre mémoire immédiate qui vous a permis d'engranger ces mots ne vous permet pas d'en retenir plus que ça. Parce que pour les retenir, il faudrait qu'on ait traité,
que le sens soit très précis. Je vous ai mis volontairement un mot très, très bizarre, etc. C'est compliqué, sauf avoir un S, un si, etc., qui est un peu familier dans la langue. Mais il faudrait aussi les ordonner, on peut faire des paquets, enfin, il y a toute une stratégie de la mémoire. Et puis, la mémoire de travail, qui vous permet de faire ce travail-là, elle est limitée. Elle est limitée. Voilà. Donc c'était ça. Donc il est bon, il en a donné 4 sur 15, mais ça montre aussi, si vous voulez, enfin, il faut que nos stratégies pour les élèves, elles reposent sur ces mécanismes. Alors c'est un peu ce que Pascal fait avec ses étudiants, c'est-à-dire la courbe d'apprentissage, on oublie très vite, on réapprend, mais avec moins d'énergie, et ça s'estompe un peu plus longtemps, etc. Je vous l'expliquais tout à l'heure, ces fameuses courbes qui avaient été découvertes par Ebbinghaus il y a quand même maintenant au moins 120 ans. Statistiquement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que nous, on installe des planifications de reprise. Pascal pourrait vous en parler largement aussi bien que moi, où on dit telle notion qu'on a vue à la Toussaint, on va la reprendre en février, etc. Donc il faut conjuguer les apprentissages avec les temps d'extinction, etc. Donc il y a la reprise expansée, c'est fondamental. Nous, on est en train de faire une étude sur 2500 élèves comme ça, avec une méthodologie scientifique pour arriver à prouver l'efficacité. Donc le modèle idéal de la rétention, c'est une reprise, des reprises initiales massées, fortes, avec la dimension de compréhension. Et ensuite, on peut s'autoriser à faire des reprises, mais il faut les faire. Si on ne les fait pas, c'est perdu. Alors, il y a des systèmes de mémorisation active. Nous, on promeut ce qu'on appelle la fiche de mémorisation qui cible des essentiels et on les reprend, etc. En fait, ça ressemble à ça. Hein. Vous avez les questions à gauche, les réponses sont à droite, l'élève cache la réponse et il utilise son cerveau prédictif, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, l'apprentissage est meilleur. Donc, nous, on a un nombre très grand de classes qui fonctionnent sur ce principe-là, de la fiche de mémorisation, avec une planification des reprises. Voilà une nouvelle manière d'enseigner, de faire retenir. Alors, il y a des logiciels qui font ça très bien. Par exemple, Anki est célèbre, qui existe depuis des décennies. C'est un logiciel de mémorisation personnalisé, parce que l'algorithme de la rétention en mémoire, il est le même pour tous les humains de la Terre, en gros. Donc, il y a des sociétés de développement de logiciels qui sont emparées de cet algorithme. Et, si vous voulez, quand on utilise ces cartes avec questions-réponses, mémorisation active, etc., le logiciel, en gros, sait à peu près quand vous êtes en train d'oublier une notion. Et ce n'est pas le même moment que votre voisin. Donc, il y a une personnalisation de la rétention en mémoire. Et l'expérience montre qu'un cours d'histoire pour un élève de 16-17 ans, par exemple, s'apprend beaucoup plus efficacement avec ce genre de logiciel. Attention, c'est que du sémantique, des éléments ponctuels. Il y a tout le travail derrière, évidemment. Mais en tout cas, pour cette rétention-là, c'est des logiciels qui marchent superbement. Donc voilà, on peut essayer de les intégrer dans l'activité. Alors le feedback immédiat consiste à avoir la réponse assez vite par rapport à la question, parce que autrement, on manipule mal le statut de l'erreur. Et on n'apprend pas bien. Si on a la réponse trop tard, c'est trop tard. Bref, c'est le feedback proche, c'est un des grands piliers de l'apprentissage de Dehaene. Voilà, et les cartes, on en a parlé. L'oralisation, pourquoi Lucchini, qui avoue avoir une très mauvaise mémoire, il nous met les boules parce qu'il est capable de déclamer Diderot dans la cour des papes pendant 1h30, et nous, on n'arrive pas à prendre 2 paragraphes. Mais il dit, moi, j'oralise, je parle tout le temps, etc. etc. Donc, alors ça, on n'a pas prouvé, hein. Mais en tout cas, on a l'impression que ça marche. Le rôle du temps, je vous en parlais tout à l'heure. Le temps permet d'apprendre à notre insu. Alors, est-ce qu'on gère correctement le temps de l'apprentissage? C'est pas évident. Alors ensuite, il y a les automatismes. Alors voilà, un bénéfice de la neuroimagerie, parce qu'au départ, le rationnel, il est plutôt dans la partie antérieure du cerveau, et quand ça s'automatise, c'est plutôt derrière. Et lorsque la mémoire de travail traite une information, une situation, elle fait appel à la fois aux choses du rationnel et aux choses automatiques. Et par exemple, le pianiste, à force de faire des gammes, il automatise, et ça passe à un autre endroit. Et lui, quand il joue, il s'intéresse pas au mouvement des doigts, ça court tout seul, il s'intéresse à d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il a procéduré, il a rempli sa mémoire de travail. C'est le cas pour la lecture, pour l'apprentissage des langues étrangères, etc., etc. Alors ça, c'est des techniques de formation, et on en parlera dans les ateliers cet après-midi. Voilà, alors 2 mots sur les techniques de rappel. L'évaluation,
Bon, bien, l'évaluation, c'est un peu ce qu'on a fait avec les 15 mots. Si vous faites apprendre des définitions de SVT, enfin, nous, on a fait la manip plusieurs fois, la moyenne, voilà, vous dites aux élèves, ce week-end, vous apprenez 20 définitions de SVT. Lundi, il y a contrôle, d'accord, une moyenne de classe, 15, je sais pas, admettons. Et puis, sans réactiver ces notions, 8 semaines après, faites exactement le même contrôle. Eh bien, la moyenne a été divisée par 3 ou 4 pour tous les élèves. C'est troublant, eh bien parce que ça n'a pas été réactivé. Alors, quel est le choix du prof? On laisse en suspens? On met la tête dans le sable en se disant « j'ai fait mon boulot ». Quelle est la note? Quelle note allez-vous mettre sur le bulletin? La note de la première ou la note de la deuxième? Vous voyez, c'est là où l'évaluation fait réfléchir. Donc nous, on a tout un travail comme ça, qui est d'ailleurs, c'est une philosophie de l'évaluation qui n'est pas tout à fait la même que dans d'autres pays, avec du multitasking et ce qu'on appelle le contrôle différé. Enfin, il faut laisser au cerveau le temps d'apprendre. Voilà. Bref, donc on pourrait en parler longtemps. Ah oui, alors avant de se quitter, là, quand même, cette mémoire de travail qui est stratégique et fulgurante, mais qui est limitée, si vous voulez, admettons que la mémoire de travail soit ce grand rectangle avec la plage blanche et la plage grise. Si le cerveau est confronté à des manipulations un peu immédiates, très vite, son espace en mémoire de travail va être limité. Et donc, il aura très peu d'espace cognitif pour pouvoir traiter l'information. Moi, j'ai bien connu ça quand je dirigeais un collège à Garges-les-Gonesse, qui est un lieu un peu difficile. Les gamins qui avaient beaucoup de problèmes langagiers, si vous voulez, tout leur espace de mémoire de travail était pris par la compréhension de la langue. Et donc, c'était plein et il n'y avait plus d'espace pour réfléchir. Donc, comment est-ce qu'on libère la mémoire de travail? Il y a deux manières. Soit en acquérant des mécanismes automatiques. C'est pour ça que notre ministre accorde une grande importance à l'apprentissage de la lecture. Il faut vraiment automatiser la lecture parce que ça libère de la place. Et d'autre part, plus on connaît de choses, c'est-à-dire éviter d'avoir une mémoire différée, avoir une mémoire vraiment personnelle. Et plus on connaît de choses, plus on est capable de réfléchir derrière. Donc ça, c'est un principe très fort de l'enseignement. Donc notre mémoire de travail est limitée, il faut des automatismes et des connaissances, ça les désengorge. Le schéma est un peu brut de pomme, hein, mais en gros, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Alors, et je vais terminer par ça. Il faut absolument apprendre aux élèves comment leur cerveau fonctionne. Donc nous, on a tout un jeu de modules comme ça, parce que ça les rend responsables de leur action. Ils comprennent pourquoi telle modalité pour apprendre, ils comprennent comment ils fonctionnent, et l'expérience nous montre que ça booste terriblement l'activité de l'enseignant dans sa classe. Donc il faut impérativement apprendre aux élèves comment ils fonctionnent. Alors comme ce n'est pas toujours évident pour vous, c'est pour ça qu'on a fabriqué tous ces modules qui sont à votre disposition sur notre site. Regardez bien l'étoile. Regardez bien l'étoile. Qu'est-ce que vous avez vu, Aude? Je vous ai demandé de regarder l'étoile. Et votre esprit, il a fait toc, toc. Parce qu'on a des mécanismes comme ça d'alerte. Et donc le petit, lui, il est dans l'alerte, mais il ne revient pas. Mais Aude, comme elle est grande et mature et très intelligente, elle sait qu'il faut revenir parce qu'on lui dit de regarder. Mais il y a tous ces mécanismes-là. Donc l'attention, c'est un grand jeu d'activités qui se développe. Alors on a tout ce qu'il faut, mais il faut la développer. Donc ça, c'est une grande piste de développement avec toutes ces implications dans la classe. L'attention sélective, voilà, attention, émotion et mémorisation sont les trois mamelles de l'esprit. Voilà, l'inhibition, on a parlé, système 1, système 2, l'inhibition au centre, et nous allons terminer par ça. Bonne année, c'est parti. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed.
Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Je pourrais vous demander ce que vous avez vu. J'ai pas le temps, je vais me faire disputer. Mais j'ai plus qu'une minute avant 10h30. Eh oui, il faut regarder la suite. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady... Vous l'aviez vu tout ça? Eh ben c'est comme Jojo, hein. Je suis pas venu pour rien. Bon allez, je plaisante. Vous voyez à quel point notre attention est fragile. Il y a une bonne douzaine de facteurs d'inattention. Chers amis, j'espère vous avoir un tout petit peu clarifié et exposé les choses de façon pas trop académique. Et pour tout cela, je vous remercie beaucoup.